Chapitre 6. Alexis Alexandrovitch avait remporté une brillante victoire à la séance de la commission du 17 août, et cette victoire s'était retournée contre lui. La nouvelle commission destinée à enquêter sur la situation des halogènes à tous les points de vue fut, grâce à Alexis Alexandrovitch, constituée et envoyée sur place avec une grande promptitude. 3 mois plus tard, elle présentait son rapport. La situation des halogènes y était étudiée au point de vue politique, administratif, économique, ethnographique, matériel et religieux. Toutes les questions étaient suivies de réponses admirablement rédigées et qui ne laissaient subsister aucun doute, car elles n'étaient pas le produit de l'esprit humain, toujours sujet à l'erreur, mais celui de la bureaucratie. Elles étaient toutes appuyées sur des données officielles, sur des rapports de gouverneurs et évêques, sur les relations des autorités de district et des doyens, appuyées à leur tour sur les rapports des administrations de canton et des prêtres des paroisses. Aussi, toutes ces réponses étaient-elles dignes de foi. Toutes ces questions du genre de « Pourquoi y a-t-il de mauvaises récoltes ? Pourquoi les habitants tiennent-ils à leurs croyances ?» Question que, sans le secours de la machine administrative, des siècles n'auraient pu résoudre, sur une solution claire et catégorique. Et cette solution était conforme aux intentions d'Alexis Alexandrovitch. Mais Stremov, qui s'était senti piqué au vif pendant la dernière séance, usa, lors de la réception du rapport de la commission, d'une tactique qu'Alexis Alexandrovitch n'avait pas prévue. Stremov, entraînant quelques-uns des membres de la commission, passa brusquement dans le camp d'Alexis Alexandrovitch, et non seulement défendit avec chaleur l'application des mesures préconisées par Karénine, mais en proposa d'autres, plus poussées, dans le même esprit. Elles furent adoptées et, en même temps, la tactique de Stremov se découvrit. Ces mesures outrées se révélèrent si absurdes qu'au même moment, et les hommes du gouvernement, et l'opinion publique, et les dames intelligentes, et les journaux se ruèrent sur elles en exprimant leur indignation contre les mesures elles-mêmes et contre leur père putatif, Alexis Alexandrovitch. Stremov, lui, se retira à l'écart, feignant de s'être borné à suivre aveuglément Karénine et d'être le premier étonné de ce qui avait été fait. Le prestige d'Alexis Alexandrovitch en reçut un coup fatal. Mais malgré sa santé atteinte, malgré ses déboires conjugaux, Alexis Alexandrovitch ne s'avoua pas vaincu. Une scission se produisit dans la commission. Les uns, Stremov en tête, expliquaient leur erreur par un excès de confiance dans la commission d'enquête et disaient que le rapport de cette commission n'était qu'un ramassis d'absurdités. Les autres, avec Karénine, voyant le danger d'une attitude aussi révolutionnaire en face des actes officiels, soutenaient les travaux de la commission. L'affaire s'embrouilla si bien que ni les hautes sphères ni la société, qui pourtant se passionnaient pour cette dispute, ne purent savoir si la situation des halogènes était réellement misérable ou florissante. La position d'Alexis Alexandrovitch, déjà atteinte par le mépris qu'attirait sur lui son infortune conjugale, fut très ébranlée. Alors, il prit une grave décision. À l'étonnement de la commission, il annonça qu'il demandait la permission d'aller en personne enquêter sur les lieux. Et lorsqu'il eut obtenu l'autorisation, Alexis Alexandrovitch partit pour une province éloignée. Le départ d'Alexis Alexandrovitch fit d'autant plus de bruit qu'avant de se mettre en route, il refusa officiellement les frais de déplacement, fixés à 12 chevaux de poste. « Je trouve le geste très élégant », dit à ce propos Betsy à la princesse McCoy. « Pourquoi accorder des frais de poste quand tout le monde sait que les chemins de fer vont maintenant partout ?
Mais la princesse Miyako n'était pas de cet avis, et se montra même agacée de cette façon de voir. « Cela vous plaît à dire, dit-elle, alors que vous avez je ne sais combien de millions. Quant à moi, je suis ravie lorsque mon mari part en tournée d'inspection. C'est bon pour sa santé. Cela lui fait faire un voyage agréable, et moi, cela me paie ma voiture et mon cocher. » Alexis Alexandrovitch passa par Moscou, où il s'arrêta 3 jours. Le lendemain de son arrivée, il alla rendre visite au gouverneur. Au carrefour de la rue des Gazettes, toujours encombré de fiacres et de voitures de maître, il entendit soudain son nom, claironné par une voix si gaie et si sonore qu'il ne put pas ne pas se retourner. À l'angle du trottoir, vêtu d'un paletot court à la mode et coiffé d'un chapeau à petits bords campés sur le côté, un sourire faisait étinceler ses dents blanches entre ses lèvres rouges. Jeune, joyeux, resplendissant, se tenait Stepan Arcadievitch. Il criait et lui faisait signe de s'arrêter. Il se tenait d'une main à la portière d'une voiture arrêtée au coin, où apparaissait une tête de femme en chapeau de velours et 2 têtes d'enfants. Stepan Arcadievitch souriait et faisait signe de la main à son beau-frère d'approcher. La dame souriait d'un bon sourire et agitait aussi la main dans la direction d'Alexis Alexandrovitch. C'étaient Dolly et les enfants. Alexis Alexandrovitch ne voulait voir personne à Moscou, et moins que tout autre le frère de sa femme. Il souleva son chapeau et voulut poursuivre sa route, mais Stepan Arcadievitch ordonna à son cocher de s'arrêter et courut dans la neige jusqu'à sa voiture. « N'as-tu pas honte de ne pas nous avoir prévenus? Y a-t-il longtemps que tu es ici? Hier, j'ai été chez Dussault. J'ai vu ton nom sur la liste, mais il ne m'est même pas venu à l'idée que c'était toi, » dit Stepan Arcadievitch en passant la tête par la portière de la voiture. « Sans cela, j'aurais passé chez toi. Je suis enchanté de te voir, » dit-il en frappant ses pieds l'un contre l'autre pour en faire tomber la neige. « C'est honteux de ne pas nous avoir avertis, » répéta-t-il. « Je n'avais pas le temps. Je suis très occupé, » répondit sèchement Alexis Alexandrovitch. « Allons retrouver ma femme. Elle a tellement envie de te voir. » Alexis Alexandrovitch ôta le plaid qui enveloppait ses jambes frileuses et, descendant de la voiture, se fraya un chemin dans la neige jusqu'à Daria Alexandrovna. « Que se passe-t-il, Alexis Alexandrovitch? Pourquoi nous évitez-vous ainsi ?» dit Dolly en souriant. « J'ai été très occupé. Ravi de vous voir, » dit-il d'un ton qui disait clairement le contraire. « Et votre santé? Comment va ma chère Anna ?» Alexis Alexandrovitch marmonna quelques mots et voulut prendre congé, mais Stepan Arcadievitch le retint. « Voilà ce que nous allons faire demain. Dolly, invitez-le à dîner avec Koznitchev et Pestov, que nous le régalions de l'intelligence moscovite. »« Mais oui, venez donc. Vous nous ferez plaisir, » dit Dolly. « Nous vous attendrons à 5 heures, ou à 6, comme vous préférez. Et ma chère Anna, il y a si longtemps que... Elle va bien, » marmonna Alexis Alexandrovitch en fronçant les sourcils. « Enchanté. » Et il regagna sa voiture. « Vous viendrez ?» lui cria Dolly. Alexis Alexandrovitch dit quelque chose que Dolly ne put entendre dans le bruit de la voiture qui s'éloignait. « Je passerai chez toi demain, » lui cria Stepan Arcadievitch. Alexis Alexandrovitch s'assit et s'enfonça dans sa voiture de façon à ne pas voir et à ne pas être vu. « Quel original !» dit Stepan Arcadievitch à sa femme, et, après avoir jeté un coup d'œil à sa montre, il fit devant son visage un geste affectueux à l'adresse de sa femme et de ses enfants, et s'éloigna d'un pas alerte sur le trottoir. « Stiva, Stiva !» lui cria Dolly en rougissant. Il se retourna. « Tu sais bien qu'il faut que j'achète un paletot à Gretcha et à Tania. Donne-moi de l'argent. »« C'est bon, dis que je réglerai. » Et il disparut après avoir salué gaiement un de ses amis qui passait en voiture.
Chapitre 7. Le lendemain était un dimanche. Stepan Arkadyevitch alla au Grand Théâtre pendant la répétition du ballet et remit à Matcha Chibisov, une jolie danseuse qui débutait sous sa protection, le collier de corail qu'il lui avait promis la veille. Dans l'obscurité de la coulisse, il put embrasser son charmant visage rayonnant de joie. Il devait encore convenir avec elle de leur prochain rendez-vous. Comme il ne pouvait assister au début du ballet, il lui promit d'arriver pour le dernier acte et de l'emmener souper. Du théâtre, Stepan Arkadyevitch se rendit aux halles, où il choisit lui-même le poisson et les asperges pour le dîner, et, à midi, il était chez Dussault, où il devait rendre visite à 3 personnes qui, comme pour lui faciliter la tâche, étaient descendues au même hôtel. Levin, récemment débarqué de l'étranger, son nouveau chef qui venait d'entrer en charge et faisait à Moscou une tournée d'inspection, et son beau-frère Karénine, qu'il voulait ramener pour le dîner. Stepan Arkadyevitch aimait la bonne chair, mais préférait par-dessus tout offrir un petit dîner aussi délicat par le choix des mets et des boissons que par celui des invités. Le menu du jour lui plaisait beaucoup. Des perches fraîchement sorties de l'eau, des asperges, et, comme pièce de résistance, un roast beef simple, mais magnifique, avec les vins qui accompagnaient ces plats. Ceci pour la nourriture et la boisson. Quant aux invités, il y aurait Kitty et Levin, une cousine et le jeune Tcherbatsky, pour que cette rencontre passât inaperçue. Et, comme pièce de résistance, Serge Koznichev et Alexis Alexandrovitch. Serge Koznichev, le philosophe moscovite, et Alexis Alexandrovitch, l'homme d'action pétersbourgeois. Il inviterait encore cet original de Pestov, enthousiaste, libéral, bavard, musicien, historien, et le plus délicieux des jouvenceaux de 50 ans, qui servirait de sauce ou de garniture à Koznichev et à Karénine. Il les stimulerait et les mettrait aux prises. Le second acompte sur la vente du bois avait été versé, et il ne l'avait pas encore dépensé. Dolly, depuis quelque temps, était charmante et bonne, et la pensée de ce dîner réjouissait Stepan Arkadyevitch à tous les égards. Il se sentait d'humeur très joyeuse. De circonstances le chiffonnaient, mais elle se noyait dans l'océan de bonne humeur qui agitait l'âme de Stepan Arkadyevitch. La première de ces circonstances était l'accueil froid et sévère que lui avait fait hier, dans la rue, Alexis Alexandrovitch, rapprochant son attitude du fait qu'il n'était pas venu les voir et ne les avait pas avertis de son passage, et des bruits qui couraient sur Anna et Vronsky. Stepan Arkadyevitch en déduisait qu'un désaccord était survenu entre le mari et la femme. L'autre désagrément était arrivé de son nouveau chef. Comme tous les nouveaux chefs, il avait la réputation d'un homme terrible qui se levait à 6 heures du matin, travaillait comme un cheval et exigeait le même travail de ses subordonnés. Outre cela, il passait pour un ours et était, paraît-il, de tendance diamétralement opposée à celle du chef précédent et de Stepan Arkadyevitch lui-même. La veille, Stepan Arkadyevitch était allé se présenter à lui en uniforme, et son nouveau chef s'était montré fort aimable et s'était entretenu avec Oblonsky comme avec une vieille connaissance. Stepan Arkadyevitch s'estimait maintenant obligé de lui faire une visite privée. Il appréhendait l'accueil qu'on allait lui faire. Mais Stepan Arkadyevitch sentait d'instinct que tout se tasserait admirablement. Ne sommes-nous pas tous pécheurs? Tous, tant que nous sommes. Pourquoi se fâcherait-il et nous chercherait-il querelle? Se disait-il en entrant dans l'hôtel. Bonjour, Basile, dit-il au garçon,
en longeant le corridor, le chapeau sur l'oreille. Tu laisses pousser tes favoris? Lévin, c'est bien le numéro 7, n'est-ce pas? Conduis-moi, je te prie. Et veux-tu demander si le comte Anishkin, c'était son nouveau chef, peut me recevoir? Bien, monsieur, répondit Basile en souriant. Il y a longtemps que vous ne nous aviez fait l'honneur de venir chez nous. Je suis venu hier, mais je suis entré par l'autre porte. Nous sommes au 7. Lévin, debout au milieu de sa chambre avec un moujik de verre, mesurait une peau d'ours lorsque Stepan Arcadievitch entra. « Ah, c'est donc vous qui l'avez tué ?» s'écria Stepan Arcadievitch. « Belle pièce. C'est une femelle ?»« Bonjour, Archip. » Il serra la main du moujik et s'assit sur une chaise, sans ôter son paletot ni son chapeau. « Débarrasse-toi, mets-toi à l'aise, » lui dit Lévin en lui enlevant son chapeau. « Non, je n'ai pas le temps. J'entre juste une seconde, » répondit Stepan Arcadievitch. Il déboutonna son paletot, mais l'enleva un instant après et resta 1 heure entière à causer avec Lévin de la chasse et des sujets les plus intimes. « Dis-moi donc ce que tu as fait à l'étranger. Où as-tu été ?» dit Stepan Arcadievitch lorsque le moujik fut sorti. « Je suis allé en Allemagne, en Prusse, en France, en Angleterre, mais dans les centres industriels, pas dans les capitales. Et j'ai vu beaucoup de choses nouvelles. Je suis content d'être allé là-bas. » « Oui, je connais tes idées sur la question ouvrière. » »« Pas du tout. En Russie, il ne peut y avoir de question ouvrière. Le problème qui se pose chez nous est celui des rapports des travailleurs avec la terre. Il existe aussi là-bas, mais là-bas, on se borgne à des raccommodages, tandis que chez nous... » Stepan Arcadievitch écoutait Lévin avec attention. « Oui, dit-il. Il est fort possible que tu aies raison. Mais je suis content de te voir dans de bonnes dispositions. Tu chasses l'ours, tu travailles, tu te passionnes pour tes idées. Et Shterbatsky, qui m'avait raconté que tu étais découragé, que tu ne parlais plus que de la mort. C'est vrai. Je ne cesse de penser à la mort, dit Lévin. Il faut mourir. Tout n'est que vanité. À te dire vrai, j'attache beaucoup de prix à mes idées et à mon travail, mais, au fond, quand on y songe, ce monde où nous vivons n'est qu'une plaque de moisissure à la surface d'une planète minuscule. Et nous imaginons que nos pensées, nos actes peuvent avoir quelque grandeur, mais ce ne sont que des grains de sable. Et tout cela est vieux comme le monde, frère. Vieux, oui, et quand tu le comprends clairement, tout te paraît insignifiant. Quand tu comprends que tu peux mourir aujourd'hui ou demain, et que rien ne restera, tout te semble néant. J'attache beaucoup d'importance à ma pensée, et cependant, s'il s'agit de l'appliquer, cela même paraît avoir aussi peu de portée que de prendre les mesures de cet ours. Et on passe ainsi sa vie, on chasse, on travaille pour se distraire, uniquement pour ne pas penser à la mort. Stepan Arcadievitch avait un sourire fin et tendre en écoutant Lévin. Mais oui, bien entendu. Tu y viens, toi aussi. Te souviens-tu? Tu étais tombé sur moi à bras raccourcis, parce que je cherchais la jouissance. Ne sois plus si sévère, ô moraliste. Cependant, ce qu'il y a de bon dans la vie, Lévin s'embrouilla dans sa phrase. Je ne sais plus. Tout ce que je sais, c'est que nous mourrons bientôt. Pourquoi bientôt? Et tu sais, on trouve moins de charme à l'existence quand on pense à la mort. Mais on n'est plus tranquille. Au contraire, vers la fin, on s'amuse encore plus. Mais il est temps que je m'en aille, dit Stepan Arcadievitch en se levant pour la 10e fois. Non, reste encore un peu, dit Lévin en le retenant. Quand nous reverrons-nous maintenant? Je pars demain. Ah, où ai-je la tête? J'étais venu pour... Viens sans faute y dîner ce soir chez moi. Il y aura ton frère et Karénine. Il est ici, dit Lévin,
et il voulut demander des nouvelles de Kitty. Il avait entendu dire qu'elle était allée à Pétersbourg au début de l'hiver chez sa sœur, la femme du diplomate, et il ignorait si elle était rentrée ou non. Mais il ne posa pas de questions. Qu'elle soit là ou non, cela m'est indifférent. Alors, tu viendras ? Oui, bien sûr. À 5 heures, en redingote. Stepan Arkédévitch se leva et se rendit chez son nouveau chef. Son instinct ne l'avait pas trompé. Ce chef si terrible était un homme fort aimable. Oblonsky déjeuna avec lui et s'attarda si longtemps qu'il n'alla trouver Alexis Alexandrovitch qu'après 3 heures. Chapitre 8. Alexis Alexandrovitch, après avoir assisté à la messe, passa toute la matinée chez lui. Il avait 2 questions à régler. Recevoir une députation d'halogènes qui se rendait à Pétersbourg et écrire la lettre promise à l'avocat. La députation, quoique constituée sur l'initiative d'Alexis Alexandrovitch, présentait beaucoup d'inconvénients et même de dangers. Aussi, Alexis Alexandrovitch fut-il bien content de la rencontrer à Moscou. Les membres de la délégation n'avaient pas la moindre idée du rôle qu'ils avaient à jouer. Ils croyaient naïvement qu'ils pouvaient se borner à exposer leurs besoins et leur situation réelle et à demander l'assistance du gouvernement, et se refusaient à comprendre que certaines de leurs revendications renforçaient le parti adverse et menaçaient de compromettre leur cause. Alexis Alexandrovitch discuta longuement avec eux, leur rédigea un programme dont ils ne devaient pas se départir et, après les avoir congédiés, écrivit plusieurs lettres à Pétersbourg pour qu'on prît soin de la députation. Son principal auxiliaire, en cette occurrence, devait être la comtesse Lydie. C'était une spécialiste en la matière, et personne ne savait comme elle faire mousser une députation et lui donner la bonne orientation. Lorsqu'il eut terminé, Alexis Alexandrovitch écrivit à l'avocat. Sans la moindre hésitation, il lui donna l'autorisation d'agir comme bon lui semblerait. À sa lettre, il joignit 3 billets de Vronsky à Anna, trouvés dans le portefeuille subtilisé. Depuis qu'Alexis Alexandrovitch avait quitté sa maison avec l'intention de ne plus revenir dans sa famille, depuis qu'il avait été chez l'avocat et s'était ouvert à quelqu'un de ses projets, et surtout depuis qu'il avait abandonné cette affaire intime à la paperasserie, il se familiarisait de plus en plus avec son entreprise et voyait maintenant la possibilité de la mettre à exécution. Il cachetait son enveloppe lorsqu'il entendit des éclats de voix bruyants de Stepan Arkédévitch. Celui-ci se disputait avec le valet de chambre d'Alexis Alexandrovitch et insistait pour qu'on l'annonçât. Qu'à cela ne tienne, songea Alexis Alexandrovitch. C'est aussi bien. Je vais tout de suite lui dire quelle est ma position vis-à-vis de sa sœur et lui expliquerai pourquoi je ne puis dîner chez lui. Fais entrer, cria-t-il en rassemblant ses papiers et en les rangeant dans un buvard. Tu vois bien que tu mens. Il est chez lui, répondit la voix de Stepan Arkédévitch au domestique, qui refusait de le laisser entrer et, ôtant son paletot en chemin, Oblonsky entra dans la pièce. Ah, je suis ravi de te trouver. C'est bien ce que j'espérais, commença gaiement Stepan Arkédévitch. Je ne peux pas venir, dit Alexis Alexandrovitch froidement, en restant debout et sans prier son hôte de s'asseoir. Alexis Alexandrovitch venait de décider à l'instant qu'il devait conserver une attitude froide avec le frère de sa femme, puisqu'il avait intenté contre elle une action en divorce. Mais il avait compté sans l'océan de bonhomie qui débordait de l'âme de Stepan Arkédévitch. Oblonsky ouvrit tout grand ses yeux clairs et brillants. « Pourquoi ? Que veux-tu dire ?» dit-il en français avec perplexité.
Voyons, c'est promis. Nous comptons tous sur toi. Je veux dire que je ne puis aller chez vous, parce que nos relations de parenté doivent prendre fin. Comment? Pourquoi? Demanda Stepan Arcadievitch en souriant. Parce que j'ai intenté une action en divorce contre votre sœur, ma femme. J'ai dû... Mais avant qu'Alexis Alexandrovitch eût achevé sa phrase, Stepan Arcadievitch, contrairement à l'attente de Karénine, poussa une exclamation désolée et se laissa tomber dans un fauteuil. Non, Alexis Alexandrovitch, que dis-tu là? S'écria Stepan Arcadievitch, et la souffrance se peignit sur ses traits. C'est ainsi. Excuse-moi, mais je ne peux absolument pas y croire. Alexis Alexandrovitch s'assit, en sentant que ses paroles n'avaient pas produit l'effet qu'il attendait, qu'il allait devoir s'expliquer et que, quelles que fussent ses explications, ses rapports avec son beau-frère resteraient les mêmes que par le passé. Oui, j'ai été mis dans la pénible nécessité de demander le divorce, dit-il. Je ne te dirai que ceci, Alexis Alexandrovitch. Je te tiens pour un homme juste et excellent. Je tiens Anna, excuse-moi si je ne puis changer mon opinion à son sujet, pour une femme charmante et remarquable. Aussi je ne puis y croire. Il y a là un malentendu, dit-il. Ah, je voudrais bien que ce ne fût qu'un malentendu. Permets, je comprends, m'interrompit Stepan Arcadievitch. Bien sûr, je t'en prie, ne brusque pas les choses. Mais je ne brusque rien, dit froidement Alexis Alexandrovitch. Et je n'ai à demander à conseil à personne. Ma décision est prise. C'est terrible, dit Stepan Arcadievitch, qui poussa un profond soupir. Je voudrais te demander quelque chose, Alexis Alexandrovitch. Accepte, je t'en supplie. Si j'ai bien compris, l'affaire n'est pas commencée. Avant de t'engager, va voir ma femme. Parle avec elle. Elle aime Anna comme une sœur. Elle t'aime, et c'est une femme étonnante. Pour l'amour de Dieu, parle-lui. Fais-moi cette amitié, je t'en supplie. Alexis Alexandrovitch s'absorba dans ses réflexions. Stepan Arcadievitch le regardait avec compassion et respectait son silence. Tu irais la voir? Je ne sais. C'était pour cela que je n'étais pas allé chez vous. Je suppose que nos relations doivent changer. Pourquoi donc? Je ne vois pas. Permets-moi de croire qu'à côté de nos rapports de parenté, tu éprouves pour moi, du moins partiellement, les sentiments d'amitié que j'ai toujours eus pour toi, et une réelle estime, dit Stepan Arcadievitch en lui serrant la main. Si même tes pires suppositions étaient justes, je ne prendrai jamais sur moi de juger l'une ou l'autre partie, et je ne vois pas pour quelle raison nos relations devraient changer. Et maintenant, je t'en prie, va voir ma femme. Nous considérons l'affaire d'un point de vue différent, dit froidement Alexis Alexandrovitch. D'ailleurs, n'en parlons plus. Mais pourquoi ne viendrais-tu pas dîner aujourd'hui? Ma femme t'attend. Viens, je t'en prie, et surtout parle avec elle. C'est une femme étonnante. Pour l'amour de Dieu, je t'en supplie à genoux. Si vous le désirez tant, je viendrai, dit Alexis Alexandrovitch en poussant un soupir. Et désirant changer la conversation, il passa à un sujet qui les intéressait tous les deux, le nouveau chef de Stepan Arcadievitch qui, bien qu'encore jeune, avait obtenu soudain un si grand avancement. Alexis Alexandrovitch n'aimait déjà pas le comte Anichkin. Ils avaient toujours été d'opinions opposées, mais maintenant, ils ne pouvaient se défendre d'un sentiment d'animosité, très compréhensible dans le monde des fonctionnaires, envers ce rival heureux. Alors, tu l'as vu? Dit Alexis Alexandrovitch avec un rire sarcastique. Mais oui, il est venu hier au bureau. Il semble connaître parfaitement son affaire et être très actif. Oui, et dans quel sens est orientée son activité? Dit Alexis Alexandrovitch. Va-t-il agir lui-même ou refaire ce qui a été fait? Le malheur de notre pays, c'est cette bureaucratie paperassière.
dont il est un digne représentant. Vraiment, je ne vois pas ce qu'on peut critiquer en lui. Je ne connais pas ses tendances. Tout ce que je sais, c'est que c'est un excellent garçon, répondit Stepan Arkadyevitch. Je sors de chez lui et, décidément, c'est un excellent garçon. Nous avons déjeuné ensemble. Je lui ai appris à faire cette boisson, tu sais, du vin et des oranges. C'est très rafraîchissant. Ce qui est curieux, c'est qu'il ne connaissait pas cela. Il a trouvé cela très bon. Non, c'est un charmant garçon. Stepan Arkadyevitch regarda sa montre. Ah, grand Dieu, il est 4 heures passées, et il faut encore que je passe chez Dolgovouchkine. Tu viens dîner, n'est-ce pas? Tu ne peux t'imaginer combien tu nous ferais de peine, à ma femme et à moi. Alexis Alexandrovitch reconduisit son beau-frère tout autrement qu'il ne l'avait accueilli. « Je viendrai puisque je te l'ai promis, » répondit-il d'un air mélancolique. « Sois certain que j'apprécie, et j'espère que tu ne t'en repentiras pas, » répondit Stepan Arkadyevitch en souriant. Comme il enfilait son paletot, tout en se dirigeant vers la porte, une de ses mains frôla la tête du valet. Comme il t'enfilait son paletot, tout en se dirigeant vers la porte, une de ses mains frôla la tête du valet de chambre. Il se mit à rire et sortit. « À 5 heures, en redingote !» cria-t-il encore une fois, en se retournant sur le pas de la porte. Chapitre 9. Il était déjà près de 6 heures, et quelques invités étaient déjà là lorsque le maître de maison arriva. Il entra en même temps que Serge Ivanovitch Koznichev et Pestsov qui s'étaient heurtés sur le perron. C'était comme les appelait Oblonsky, les 2 représentants les plus importants de l'intelligentsia moscovite. Tous 2 étaient estimés, et pour leur caractère, et pour leur esprit. Ils s'estimaient mutuellement, mais se trouvaient en opposition absolue, presque dans tous les domaines, non parce qu'ils suivaient des tendances opposées, mais précisément parce qu'ils étaient du même camp. Leurs adversaires les réunissaient, et représentaient chacun dans ce camp une nuance différente. Et comme rien ne prête plus au désaccord que des divergences de vues sur des demi-abstractions, non seulement ils n'étaient jamais du même avis, mais chacun était habitué depuis longtemps à railler doucement les incorrigibles égarements de l'autre. Ils franchissaient le seuil de la maison, en parlant du temps, lorsque Stepan Arkadyevitch les rattrapa. Dans le salon étaient déjà réunis le prince Alexis Dmitrievitch, beau-père d'Oblonsky, le jeune Shcherbatsky, Tourovstine, Kitty et Karenine. Stepan Arkadyevitch vit tout de suite qu'on avait besoin de lui au salon. Daria Alexandrovna, dans sa robe de cérémonie, en soie grise, visiblement préoccupée et des enfants, qui devaient dîner seuls dans leur chambre, et de l'absence de son mari, n'avaient pas su mettre de liant dans cette réunion. Tous restaient raides comme des filles de pop en visite, suivant une expression du vieux prince, avec l'air de se demander ce qu'ils étaient tous venus faire ici. La conversation languissait. Le brave Tourovstine paraissait dépaysé, et le sourire de ses grosses lèvres disait clairement à Stepan Arkadyevitch : « Dis donc, frère, tu m'as invité avec des gens sérieux. Boire un verre et aller au château des Fleurs ferait mieux mon affaire. » Le vieux prince restait silencieux, tout en jetant à Karenine des regards obliques sur ses petits yeux brillants, et Stepan Arkadyevitch comprit qu'il avait déjà trouvé quelques bons mots à appliquer à cet homme d'État qu'on lui servait en matière de plats de résistance, comme un esturgeon. Kitty regardait la porte en rassemblant ses forces pour ne pas rougir lorsque Lévin entrerait. Le jeune Shcherbatsky, qu'on avait oublié de présenter à Karenine, feignait de n'en être nullement gêné. Karenine était en habit noir et cravate blanche, selon l'usage pétersbourgeois. Et Stepan Arkadyevitch comprit à son visage qu'il n'était venu que pour tenir sa promesse, et considérait comme une pénible obligation
de se trouver au milieu de cette société. Sa présence glaçait tous les autres. Stepan Arkadievitch dit pour s'excuser qu'il avait été retenu par un certain prince qui lui servait de bouc émissaire en pareil cas. En un instant, il rompit la glace et lança Alexis Alexandrovitch et Serge Koznichev dans un entretien sur la russification de la Pologne, auquel Pestsov se joignit aussitôt. Puis il tapota amicalement l'épaule de Tourovsky, lui glissa à l'oreille une remarque facétieuse et l'installa à côté de sa femme et de son beau-frère. Il dit à Kitty qu'elle était en beauté et présenta Shtcherbatsky à Karénine. Au bout d'une minute, il avait si bien brassé la patte de cette réunion que le salon retentissait de voix animées. Il ne manquait plus que Constantin Levin. Mais cela valait mieux, car Stepan Arkadievitch, qui était allé faire un tour dans la salle à manger, s'aperçut avec horreur que le Porto et le Xérès venaient de chez Depré, et non de chez Levé. Il expédia aussitôt le cocher chez Levé et retourna au salon. Il se heurta à Levin dans la salle à manger. « Ne suis-je pas en retard ? T'arrive-t-il seulement jamais d'être à l'heure » dit Stepan Arkadievitch en lui prenant le bras. « Tu as beaucoup de monde. Qui est là » demanda Levin, en rougissant malgré lui et en frappant son bonnet de fourrure avec son gant pour en faire tomber la neige. « Rien que la famille. Kitty est ici. Viens, je vais te présenter à Karénine. » Stepan Arkadievitch, malgré son libéralisme, savait qu'il ne pouvait qu'être flatteur d'être présenté à Karénine. Aussi, réservait-il ce mets de choix à ses meilleurs amis. Mais, pour l'instant, Levin n'était pas en état d'apprécier un pareil honneur. Il n'avait pas revu Kitty depuis le jour mémorable où elle lui était apparue sur la grande route. Au fond de son âme, il était convaincu de la voir ce soir-là. Mais pour sauvegarder sa liberté d'esprit, il s'efforçait de se persuader qu'il l'ignorait. Lorsqu'il apprit qu'elle était là, il éprouva soudain une telle joie mêlée à une si grande terreur que le souffle lui manqua et qu'il ne put répondre comme il voulait. Comment est-elle ? Comme autrefois ou comme dans la voiture ? Et si Daria Alexandrovna avait dit vrai ? Pourquoi pas ? Songeait-il. Ah oui, je t'en prie, présente-moi à Karénine, prononça-t-il avec difficulté. Il franchit le seuil du salon avec l'énergie du désespoir et l'aperçut. Elle n'était ni comme avant, ni comme dans la voiture, elle était tout autre. Elle était épouvantée, timide, confuse et d'autant plus charmante. Elle le vit à l'instant où il entra dans le salon. Elle l'attendait. La joie et le trouble qui l'envahirent étaient si violents que tandis qu'il s'approchait de la maîtresse de maison et tournait de nouveau ses yeux vers elle, elle craignit une seconde de ne pouvoir se dominer et de fondre en larmes. Levin et Dolly, qui voyaient tout, s'en aperçurent. Elle rougissait, pâlissait, puis rougissait à nouveau en l'attendant, défaillante, les lèvres frémissantes. Il s'approcha d'elle, s'inclina et lui tendit la main sans mot dire. Sans le léger tremblement de ses lèvres et l'éclat humide de ses yeux, son sourire eût été presque paisible, lorsqu'elle lui dit « Il y a bien longtemps que nous ne nous sommes pas vus. » Et, avec une énergie désespérée, elle lui pressa la main de ses doigts glacés. « Vous ne m'avez pas vu, mais moi, je vous ai vu, » dit Levin avec un sourire radieux. « Je vous ai aperçu lorsque vous vous êtes rendu à la gare à Ergoutchovo. »« Quand ?» demanda-t-elle avec étonnement. « Vous vous dirigiez vers Ergoutchovo » dit Levin en sentant que le bonheur dont débordait son âme l'étouffait. Comment ai-je osé croire à un sentiment qui ne fut pas innocent dans cette créature touchante ? Oui, sans doute Daria Alexandrovna a-t-elle dit vrai, songeait-il. Stepan Arkadievitch le prit par le bras et le conduisit à Karénine. « Permettez-moi de vous présenter, dit-il.
Enchanté de vous retrouver, dit Alexis Alexandrovitch, froidement, en serrant la main de Lévin. Vous vous connaissez demanda Stepan Arkadievitch, avec étonnement. Nous avons passé 3 heures ensemble en wagon, dit Lévin en souriant. Nous nous sommes quittés aussi intrigués que dans un bal masqué. Du moins moi. Tiens, je vous en prie, dit Stepan Arkadievitch en se dirigeant vers la salle à manger. Les hommes se rendirent dans la salle à manger près de la table aux hors-d'œuvre, chargée de 6 sortes d'eau-de-vie, d'autant de sortes de fromages avec des petites pelles d'argent ou sans petites pelles, de caviar, harengs fumés et conserves variées, et d'assiettes couvertes de petites tartines de pain français. Les invités s'attardèrent près des alcools et des hors-d'œuvre odorants. L'entretien de Serge Ivanovitch Koznitchev, de Karénine et de Pestsov sur la russification de la Pologne traînait dans l'attente du dîner. Serge Ivanovitch, qui savait comme personne saupoudrer à l'improviste de sel attique la conclusion de l'entretien le plus abstrait et le plus sérieux, et changer ainsi la disposition de ses interlocuteurs, fit cette fois encore une démonstration de son art. Alexis Alexandrovitch prétendait que la russification de la Pologne ne pouvait s'accomplir que par les principes supérieurs que l'administration russe devait y introduire. Pestov insistait sur le fait qu'une nation ne peut en assimiler une autre que lorsque sa densité de population est plus forte. Koznitchev admettait et l'une et l'autre opinion, mais avait des réserves. Lorsqu'ils quittèrent le salon, Koznitchev, pour clore le débat, dit en souriant. Pour russifier les halogènes, il n'y a qu'un moyen. Mettre au monde le plus d'enfants possible. Mon frère et moi, nous sommes au-dessous de notre tâche. Mais vous, messieurs, qui êtes mariés, vous surtout, Stepan Arkadievitch, vous agissez en vrai patriote. Combien en avez-vous dit-il en se tournant vers le maître de maison avec un sourire aimable et en lui tendant un petit verre. Tous se mirent à rire gaiement, surtout Stepan Arkadievitch. Oui, c'est bien le meilleur moyen, dit-il en mâchant un morceau de fromage et en remplissant le verre qu'on lui tendait d'une vodka à l'arôme choisi. La plaisanterie avait mis fin à la discussion. « Ce fromage n'est pas mauvais, en voulez-vous » disait le maître de maison. « Est-ce que tu fais toujours autant de gymnastique » demanda-t-il à Lévin, en palpant de sa main gauche le bras de son ami. Lévin sourit, fit jouer ses muscles, et Stepan Arkadievitch sentit sous ses doigts, à travers le drap fin de la redingote, une boule ronde et aussi dure que l'acier. Quel biceps! Un vrai Samson! Je pense qu'il faut être doué d'une grande force pour chasser l'ours, dit Alexis Alexandrovitch, en s'efforçant de couvrir de fromage une tranche de pain demi-fine, comme une toile d'araignée. Il avait de la chasse les notions les plus vagues. Lévin sourit. Nullement, au contraire, un enfant peut tuer un ours, dit-il en s'écartant avec un léger salut devant les dames qui s'approchaient avec la maîtresse de maison de la table hors d'œuvre. On m'a dit que vous aviez tué un ours, dit Kitty, qui essayait vainement de piquer un champignon récalcitrant sur lequel sa fourchette glissait, et en rejetant la dentelle qui est retombée sur sa main blanche. « Y a-t-il vraiment des ours chez vous » ajouta-t-elle, en tournant à demi vers lui sa tête charmante et en souriant. Il n'y avait, semblait-il, rien d'extraordinaire dans ses paroles, mais combien chacun des sons de sa voix, chaque mouvement de ses lèvres, de ses yeux, de ses mains prenait pour lui de signification. Il y voyait une prière, un témoignage de confiance, une caresse tendre et timide, une promesse, un espoir, un amour dont il ne pouvait plus douter et qui l'étouffait de bonheur. Non, nous sommes allés chasser dans la province de Tver. En revenant, j'ai trouvé dans le train votre beau-frère, ou plutôt le beau-frère de votre beau-frère, dit-il en souriant. Ce fut une rencontre comique. Il raconta gaiement comment, n'ayant pas fermé l'œil de toute la nuit, il avait fait irruption en veste fourrée dans le compartiment d'Alexis Alexandrovitch.
Le contrôleur, contrairement au proverbe, voulait me mettre dehors à cause de ma tenue. Mais je lui ai tenu des discours bien sentis. Vous aussi, ajouta-t-il, en se tournant vers Karénine, dont il avait oublié le prénom. Vous avez voulu d'abord m'éconduire en voyant ma police, mais ensuite vous êtes intervenu pour moi, et je vous en ai été très reconnaissant. Les droits des voyageurs au choix d'une place sont très mal définis, fit Alexis Alexandrovitch. Il s'essuyait le bout des doigts avec son mouchoir. Je voyais que vous hésitiez, mais en ce qui me concernait, dit Lévin avec un bon sourire, et je me suis hâté d'entamer une conversation intelligente pour faire oublier sa police. Serge Ivanovitch, qui s'entretenait avec la maîtresse de maison et écoutait d'une oreille ce que disait son frère, lui jeta un regard en coin. Qu'a-t-il donc aujourd'hui? Il est bien triomphant, songea-t-il. Il ignorait que Lévin se sentait pousser des ailes. Lévin savait qu'elle l'écoutait et qu'elle avait plaisir à entendre parler. C'était là tout ce qui l'occupait, non seulement dans cette pièce, mais dans le monde entier. Il n'y avait plus que lui et elle. Il avait pris à ses propres yeux une importance immense. Il était juché à une hauteur vertigineuse, tandis qu'en bas, bien loin, s'agitaient ces braves, ces excellents Karénine, Oblonsky et le reste de l'humanité. Très discrètement, sans même les regarder, Stepan Arkadjevitch fit s'asseoir Lévin et Kitty l'un à côté de l'autre, comme s'ils n'avaient plus d'autre place pour eux. « Tiens, mets-toi donc là, dit-il à Lévin. Le souper fut aussi délicat que la vaisselle. Stepan Arkadjevitch était très attentif à ce détail. Le potage Marie-Louise était parfait, et les minuscules petits pâtés qui fondaient dans la bouche, irréprochables. Deux valets de chambre et Madeveille, en cravate blanche, passaient les plats et les vins habilement et sans bruit. Le dîner fut donc réussi du point de vue matériel. Il fut non moins réussi aux autres points de vue. La conversation tantôt générale, tantôt particulière, ne faiblissait pas, et prit un tour si animé sur la fin du dîner que les hommes se levèrent de table sans cesser de discuter. Alexis Alexandrovitch lui-même était dégelé. Chapitre 10. Pestov aimait tirer un sujet à fond. Il avait été d'autant moins satisfait de la conclusion de Serge Koznichev qu'il avait senti la faiblesse de son propre point de vue. En parlant de la densité de la population, dit-il après le potage, en se tournant vers Alexis Alexandrovitch, je sous-entendais qu'il fallait tenir compte des fondements de base, et pas seulement des principes. Il me semble que c'est un tout, répondit Alexis Alexandrovitch avec lenteur. À mon sens, un peuple ne peut avoir d'action sur un autre peuple que s'il a une civilisation supérieure. Si... Mais c'est là la question, l'interrompit Pestsov de sa voix grave. Il parlait toujours avec précipitation et semblait alors s'engager tout entier. Qu'appelle-t-on civilisation supérieure? Des Anglais? Des Français? Des Allemands? Qui en est à un stade de civilisation plus avancé? Qui nationalisera l'autre? Le Rhin est devenu français. Les Allemands n'en sont pas rabaissés pour autant, s'exclama-t-il. Il y a là une autre loi. Je crois que la balance penche toujours du côté de la véritable culture, dit Alexis Alexandrovitch, en fronçant légèrement les sourcils. Mais quels sont les indices de la véritable culture? Dit Pestsov. Tout le monde les connaît, il me semble, fit Alexis Alexandrovitch. Les connaît-on si bien que cela? Intervint Serge Ivanovitch avec un sourire fin. Aujourd'hui, on admet qu'elles reposent sur les études classiques. Cependant, nous assistons à de furieuses discussions à ce sujet, et nous ne pouvons nier que dans le camp adverse, on use d'arguments puissants.
Vous êtes pour les classiques, Serge Ivanovitch? Vous offrirai-je du Bourgogne? Dit Stepan Arcadievitch. Je n'exprime pas en ce moment mon opinion personnelle, dit Serge Ivanovitch avec un sourire de condescendance, comme s'il s'adressait à un enfant, et en tendant son verre. Je dis seulement que chacune des parties possède des arguments puissants, poursuivit-il en s'adressant à Alexis Alexandrovitch. Je suis classique par ma culture, et dans cette dispute, je ne peux trouver ma place. Je ne vois clairement pourquoi on a donné l'avantage aux études classiques sur l'enseignement technique. Les sciences naturelles prêtent tout autant au développement de l'esprit humain, repartit Pestov. Prenez l'astronomie, la botanique ou la zoologie avec son système de lois générales. Je ne puis être entièrement de cet avis, répondit Alexis Alexandrovitch. On ne peut nier, il me semble que l'étude même des langues anciennes ait un effet bienfaisant sur le développement de l'esprit. En outre, l'influence des écrivains classiques est morale au plus haut point, tandis que malheureusement, on joint à l'enseignement des sciences naturelles des doctrines pernicieuses et mensongères, qui sont le fléau de notre époque. Serge Ivanovitch voulut répliquer, mais Pestov l'interrompit de sa voix basse. Il démontra avec véhémence l'injustice d'une pareille assertion. Serge Ivanovitch attendit tranquillement son tour. Il avait visiblement une riposte toute prête. Mais, dit Serge Ivanovitch avec un fin sourire en se tournant vers Karénine, vous reconnaîtrez qu'il est difficile de peser tous les avantages et désavantages de l'une et l'autre formation. La question n'aurait pas été résolue de façon catégorique si les études classiques n'avaient pour elles le privilège d'être, disons le mot, anti-nihilistes. Sans doute. N'était-ce ce privilège? Nous réfléchirons davantage, nous pèserions le pour et le contre, et nous laisserions s'épanouir les deux tendances. Et maintenant, nous savons que ces pilules de culture classique recèlent la vertu salutaire d'anti-nihilisme, et nous les prescrivons hardiment à nos patients. Et si elles n'avaient aucune vertu curative, conclut-il par une de ses boutades habituelles. Ce mot fit rire tout le monde, surtout Turovskin, qui attendait en vain que quelques propos comiques vinrent égayer le débat. Stepan Arcadievitch ne s'était pas trompé en invitant Pestov. Avec lui, la conversation ne languissait pas une minute, et que Serge Ivanovitch eut mis fin à la discussion par cette plaisanterie, Pestov se lança sur un autre sujet. On ne peut même pas soutenir, dit-il, que le gouvernement se propose ce but. Le gouvernement est visiblement conduit par des considérations générales et reste indifférent à l'effet que peuvent avoir les mesures prises. Par exemple, la question de l'instruction des femmes devrait être considérée comme subversive, et cependant, le gouvernement ouvre des cours et des universités féminines. La conversation reprit aussitôt autour de ce nouveau thème. Alexis Alexandrovitch exprima cette idée qu'on confond habituellement le problème de l'instruction des femmes avec celui de leur émancipation, et que ce n'était que dans ce sens qu'on pouvait le considérer comme pernicieux. Je prétends, au contraire, que ces deux problèmes sont indissolublement liés, dit Pestov. C'est un cercle vicieux. La femme est privée de ses droits parce qu'elle est insuffisamment instruite, et de ce manque d'instruction vient de l'absence de droits. Il ne faut pas oublier que l'asservissement des femmes est si total et si ancien que, la plupart du temps, nous préférons ignorer l'abîme qui les sépare de nous, dit-il. Vous parlez des droits, dit Serge Ivanovitch qui avait attendu que Pestov se tût. Est-ce le droit de remplir les fonctions de juré, de conseiller municipal, de président de tribunal, d'employé de bureau, de membre de parlement? Sans aucun doute. Mais si les femmes pouvaient exceptionnellement occuper ces charges, il me semble que c'est à tort que vous employerez le terme de droit. Il serait plus juste de dire devoir. Vous serez tous d'accord sur ceci, qu'en remplissant une fonction quelconque, que ce soit celle de juré, de conseiller ou d'employé du télégraphe, nous avons conscience de remplir un devoir. Aussi,
Serait-il plus juste de dire que les femmes cherchent des devoirs? C'est absolument légitime. Nous ne pouvons qu'éprouver de la sympathie pour ce désir de collaborer aux travaux des hommes. C'est parfaitement juste, acquiesça Alexis Alexandrovitch. La question, je pense, se réduit à savoir si elles sont capables de remplir ces devoirs. Certainement, plaça Stepan Arkadyevitch. Lorsque l'instruction sera répandue parmi elles, nous le voyons. Et le proverbe? Dit le vieux prince, qui prêtait l'oreille depuis un bon moment, avec des petits yeux brillants et moqueurs. Je peux le citer devant mes filles. La femme a les cheveux longs. C'est ce qu'ont pensé des nègres avant leur émancipation, dit Pestsov, mécontent. Ce que je trouve étrange, c'est que les femmes cherchent de nouvelles obligations, dit Serge Ivanovitch, alors que nous constatons malheureusement que les hommes, bien souvent, les fuient. Ces devoirs sont liés à des droits. Le pouvoir, l'argent, les honneurs. Ce sont eux que les femmes cherchent, dit Pestsov. Absolument. Comme si je réclamais le droit d'être nourrice, et comme si je trouvais mauvais qu'on m'évince alors qu'on paie des femmes pour cela, dit le vieux prince. Tourovstine éclata d'un rire sonore, et Serge Ivanovitch regretta de ne pas être l'auteur de cette plaisanterie. Alexis Alexandrovitch lui-même sourit. Oui, mais un homme ne peut allaiter, dit Pestsov, tandis qu'une femme. Si on raconte qu'un Anglais sur un vieux bateau est parvenu à allaiter son enfant, dit le vieux prince, qui se permettrait devant ses filles quelque liberté de langage. Autant d'Anglais nourrissent, autant de femmes fonctionnaires, dit cette fois Serge Ivanovitch. Mais que peut faire une fille qui n'a pas de famille, intervint Stepan Arkadyevitch, songeant à la Tchibissov, qui ne l'avait pas perdu de vue un instant en soutenant Pestsov. Si vous examinez avec soin la vie de filles de ce genre, vous trouverez qu'elle a abandonné une famille, la sienne ou celle de sa sœur, où elle aurait pu tenir son rôle de femme, plaça inopinément Daria Alexandrovna avec irritation. Elle avait sans doute deviné à quelle sorte de jeune fille Stepan Arkadyevitch pensait. Mais nous défendons un principe, un idéal, repartit Pestsov de sa voix sonore. La femme veut avoir le droit d'être indépendante et instruite. Elle est gênée, écrasée par la conscience de son impuissance. Moi, je suis accablé qu'on ne m'accepte pas comme nourrice aux enfants trouvés, répéta le vieux prince, à la grande joie de Tourovstine, qui en laissa tomber le gros bout de son asperge dans sa sauce.